Titre du livre 21, Affaire UB 1945. Auteur Ammar Belmostefawi. Bonne écoute et visionnage à vous. Affaire UB 1945. Dossier secret défense numéro 0209-1945. À l'attention du haut commandement de la Marine nationale. Officier en charge du dossier, Hans Wagner. Confidentiel. Toute personne détentrice de ce dossier doit respecter son code de déontologie et ne doit pas divulguer d'informations sur cette note de niveau 0 faible. Résumé. Apparition d'un sous-marin allemand de type U-Boat au bord du port de Miami. Modèle de sous-marin inconnu dans les archives de l'armée américaine. Date d'apparition le 06-10-1989. Signe apparent, croix gammée, Svatiska, sur la barre de plongée avant massif. Sous-marin de type militaire. Risque potentiel de néant à attaque et destruction du port de Miami. Prise de contact néant. Nombre de membres de l'équipage, informations non délivrées. Théorie envisagée. Vaisseau fantôme vidé de ses occupants. Probabilité 97%. Ce dossier sera complété de manière chronologique jusqu'à la fin de sa clôture. 6 octobre 1989. Apparition d'un sous-marin dans le port de Miami. Alerte donnée par plusieurs navires civils. Information non prise au sérieux par les gardes-côtes dans un premier temps. Face à la récurrence de la remontée de cette information, vérification des faits 3 jours après la première déclaration réalisée. 9 octobre 1989, 11h10 du matin. Vérification de la présence d'un sous-marin en situation stationnaire à moins de 2 miles du port de Miami. À 5h30 de l'après-midi, prise de contact entre le commandement des gardes-côtes et le commandement de la Marine nationale basé à Washington. Une vidéo est envoyée au service de sécurité de la Marine nationale afin de vérifier la véracité des propos des gardes-côtes. Aucune prise de contact n'a été initiée par ces derniers. À ce stade, il est possible qu'il s'agisse soit d'un canular, soit un engin sous-marin servant au transport de drogue, soit un engin vidé de ses occupants en lien avec la clandestinité. Ce dernier point serait le plus probant d'après l'équipe de statisticiens consultés au centre administratif de la Marine nationale. Remontée de l'information au service de sécurité et son commandement le même jour. Le 11 octobre 1989. Dossier transféré au secrétariat du service de sécurité de la Marine nationale. Commandant en chef en congé et de retour le 23 octobre 1989. 14 octobre 1989. Suite au retour de renseignements de la part des gardes-côtes en lien avec des mouvements suspects de la population civile autour de cet engin inconnu, non immatriculé et non identifié, plusieurs remontées d'informations ont eu lieu auprès du service de sécurité de la Marine nationale. Le niveau étant jugé urgent mais sans risque, et suite à de mystérieuses perturbations des fréquences de ce sous-marin non identifié, moins de 2 miles, l'officier adjoint Kramer va être dépêché sur les lieux afin de constater si cet engin méconnu mérite un traitement particulier. Réservation réalisée pour le déplacement en voiture de service auprès de la direction des routes prévue pour le 16 octobre 1989. Durée du déplacement maximum 7 jours. Déplacement aller-retour 2230 miles. Impossibilité de déplacement par voie maritime pour les raisons suivantes. Demande de réservation plus longue pour un navire, aucun bateau disponible et 3 frégates en cale sèche. Impossibilité de déplacement par la voie aérienne. Limitation du gaz à effet de serre et budget déplacement limité. Priorisation dans l'utilisation des véhicules de service. Le 16 octobre 1989. Départ pour le port de Miami avec l'officier adjoint Kramer et sa secrétaire. Si un besoin d'expertise est constaté sur site, une équipe sera dépêchée sur les lieux. Le 17 octobre 1989. Véhicule de service en panne. Demande de prise en charge d'un véhicule en location auprès de la direction des routes. Demande validée le 19 octobre 1989 auprès d'un loueur de voitures à Emporia en Virginie. 19 octobre 1989. Véhicule de remplacement loué et délivré à 10h du matin, heure locale. Le 20 octobre 1989.
Arrivée de l'officier adjoint Kramer et de sa secrétaire à 6h30 de l'après-midi sur le port de Miami. 21 octobre 1989, après vérification des identités, déplacement des gardes-côtes du port de Miami de l'officier adjoint Kramer et de sa secrétaire à proximité du sous-marin abandonné. La probabilité reste identique. Canular possible. Un dépôt de plainte pour affiche d'une icône nazie est envisagé par la Marine nationale et une enquête est probable pour retrouver les personnes responsables de cette plaisanterie. Remarque à prendre en considération. Le matériel électronique embarqué du bateau des gardes-côtes de Miami a connu des perturbations importantes à son approche du sous-marin inconnu. Possibilité d'un brouilleur de fréquence au sein de ce vaisseau. La zone tout entière semble perturbée par ce type de problème. Décision prise par l'officier adjoint Kramer, déplacer ce navire fantôme à 10 miles du port de Miami, dans une zone non fréquentée afin d'éviter des risques de dérèglement du matériel d'orientation des bateaux civils, militaires et commerciaux qui pourraient passer dans la zone voisine de ce sous-marin. Le 22 octobre 1989, impossibilité de s'approcher de ce navire qui semble provoquer un parasitage de tout matériel électrique se trouvant à proximité directe de ce navire. Tentative d'approche jusqu'à 11h du soir. 2 plongeurs ont tenté une approche physique, sorte d'hydrocution au contact de cet objet non immatriculé et non identifié. À la suite de ce phénomène, une autopsie a été ordonnée par l'officier adjoint Kramer afin de connaître la cause exacte du décès des 2 plongeurs expérimentés. 23 octobre 1989. Décision de l'officier adjoint Kramer d'envoyer une équipe technique scientifique de la Marine nationale afin de procéder à une analyse interne et externe du vaisseau amarré au port de Miami. Objectif premier, identifier le sous-marin et trouver sa provenance. Niveau d'alerte sécurité qui reste faible à ce stade, ne nécessitant pas l'intervention d'une équipe spécialisée dans l'intervention rapide et urgente de l'élite de la Marine nationale. Théorie envisagée à ce stade par les statisticiens, sous-marin qui semble hors d'usage même si le modèle pourrait dater de la Seconde Guerre mondiale ou qui aurait servi au trafic de drogue ou pour le passage de clandestins aux États-Unis. Modèle de sous-marin très imposant en termes de taille, mais aucune mesure n'a pu être prise à ce niveau de l'enquête. 25 octobre 1989. Problème de santé et urgence des hôpitaux débordés. L'officier adjoint Kramer ainsi que sa secrétaire ont été admis en rapport avec des nausées et une peau rougie, symptômes liés à une intoxication alimentaire ou à des radiations. Suite à cette annonce, les 2 fonctionnaires sont rapatriés à l'hôpital militaire de Washington. Isolement prévu sur une période de 15 jours afin de connaître l'origine des symptômes. 27 octobre 1989. Arrivée des techniciens scientifiques sur site pour la réalisation d'une série de tests aux abords du navire fantôme. Tests qui font ressortir un taux de radioactivité importante et un dérèglement des outils de mesure. Zone portuaire évacuée à 10 miles aux alentours. Informations délivrées à la population civile. Déminage. 29 octobre 1989. Décès de l'officier adjoint Kramer ainsi que de sa secrétaire lié à une probable forte exposition à des radiations. Une autopsie a été réalisée sur ces 2 militaires ainsi que sur les personnes qui sont également décédées suite à une proximité géographique du sous-marin. Un lien entre retombées nucléaires et ce sous-marin fantôme n'est pas totalement établi. L'équipe scientifique dépêchée sur place va effectuer des mesures de radioactivité plus précises et tenter de s'introduire dans le navire abandonné. 30 octobre 1989. Lien entre radioactivité et le sous-marin qui semble être un modèle de 1944-1945. Ce véhicule est censé fonctionner via des moteurs diesel et électriques. Impossible de s'introduire dans ce vaisseau qui semble fermé de l'intérieur. Une équipe spécialisée est dépêchée sur les lieux afin de tenter d'ouvrir avec du matériel adapté cet engin non identifié. Le 1er novembre 1989. Impossibilité de s'introduire dans le vaisseau qui génère des radiations empêchant son approche à moins de 2 miles. Utilisation d'un système de sonar afin de détecter d'éventuelles traces de vie humaine dans l'embarcation sous-marine. La probabilité que ce bâtiment soit inoccupé est de 99%. Le 2 novembre 1989, une personne habillée avec des vêtements du Troisième Reich est sortie du sous-marin. Elle a été soumise à l'isolement du fait de la radioactivité du navire et d'un éventuel risque de maladie. Début de la quarantaine pour ce qui semble être un sous-officier de la marine.
Ce dernier parle uniquement allemand. À ce stade de la procédure de contrôle, impossible de savoir si c'est un canular ou la menace sérieuse d'un pays ennemi. Isolement de ce qui semble être un soldat à l'hôpital militaire de Miami pour des examens de santé et pour procéder à son interrogatoire. Le 3 novembre 1989, déplacement sur site de M. Hans Wagner, officier à la Marine nationale, afin d'interroger la personne suspectée de transporter des matières dangereuses, des déchets toxiques, dans le sous-marin allemand qui a débarqué sur la côte de Miami. L'officier Wagner parle couramment allemand et il va permettre de tirer au clair cette situation. Interrogatoire de l'officier Wagner. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Hermann Lothar, sous-officier du sous-marin UB 1945. Que faites-vous sur les côtes de Miami ? Nous sommes venus remporter la guerre, la Seconde Guerre mondiale et finir notre mission, celle d'imposer le Troisième Reich et sa domination sur le sol américain. Nous sommes en 1945, le Troisième Reich est fini depuis la mort du Führer en 1945. Quel âge avez-vous ? Je suis né en 1920. J'ai 25 ans et le Führer n'est pas mort. Il se trouve parmi nous. D'où venez-vous ? Dernièrement, nous étions sur Atlantide, continent sous-marin qui se trouve non loin de là, au niveau des Caraïbes. Nous avons été contraints de faire une halte car le haut commandement était malade. Vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre. L'Atlantide est un mythe. Pouvez-vous nous montrer sur une carte quel est votre point de départ et où vous avez fait une halte ? Nous sommes partis du bunker Bruno, en Norvège, comme le UB 864, et nous avons atteint notre objectif, contrairement à ce dernier qui a servi d'appât. Combien de personnes se trouvent dans ce sous-marin et qui est votre haut commandement ? Nous sommes suffisants pour vous pousser à vous soumettre au Führer qui vous ordonne de capituler au risque de provoquer des désastres sur le sol américain. Vous êtes en train de me dire que votre commandant en chef est Hitler lui-même et qu'il se trouve dans le vaisseau sachant que nous sommes en 1989 ? Affirmatif. Il ne se rendra pas et préfère mourir en héros du peuple allemand. Savez-vous que votre soi-disant haut commandant s'est suicidé dans son bunker basé à Berlin le 30 avril 1945 ? Le commandant en chef ne mourra jamais comme un rat dans un trou. Il est vivant et il représente encore la volonté du peuple, celle d'imposer la race aryenne et l'idéologie allemande dans le monde. Quel est le nom de votre mission ? Opération Kaiser. Pourquoi êtes-vous sorti de ce sous-marin ? Quel message voulez-vous nous faire passer ? Le Führer demande que les États-Unis reconnaissent leur défaite, qu'ils capitulent au risque de connaître une attaque sans précédent. Rapport de l'officier Hans Wagner. Personne qui a été soumise à de fortes radiations et qui se retrouve dans un quartier médical à l'isolement dans la chambre 45. Différents tests et prélèvements ont été réalisés sur cette personne qui est convaincue d'être militaire au service du Troisième Reich. Les empreintes indiquent une personne non connue des fichiers américains et internationaux. Constat : personne cohérente dans ses propos. Les questions qui ont été posées à de multiples reprises et sous différents angles obtiennent le même retour pour cet individu qui se dit sous-officier. Homme qui semble être atteint de déformation de la réalité, vivant comme dans un monde parallèle. Cette personne est persuadée faire partie du Troisième Reich et répondre aux attentes de son haut commandement, le Führer lui-même. La prise de sang ne fait ressortir aucune prise de drogue, mais un détail a attiré la curiosité des médecins. Depuis sa sortie du sous-marin, l'accélération du processus de vieillissement de cet homme, qui se prétend soldat, semble s'accélérer. Des examens plus poussés permettront de comprendre ce phénomène qui est inexpliqué. Information importante. L'endroit indiqué sur la carte par Hermann Lothar montre les Caraïbes et plus précisément la zone plus connue du Triangle des Bermudes. Bermudes, Floride, Porto Rico. C'est à ce niveau que, selon les dires du sous-officier, lui et son équipage, composé du Führer, auraient fait une halte afin de soigner son haut commandant malade. L'Atlantide aurait un passage, un accès sous-marin permettant son accès d'après la déposition du détenu allemand. Proposition faite. Fouiller ce sous-marin afin de vérifier les affirmations de cet étranger et refaire une recherche généalogique afin de trouver si une personne s'apparente à Hermann Lothar. Une signalisation a été faite auprès des services secrets allemands afin de connaître auprès de qui cet homme a pris ce nom et ce prénom d'emprunt.
Suivi psychologique et test de QI prévus pour évaluer le degré d'intelligence et ou de folie du détenu. Le 4 novembre 1989. Test réalisé par l'officier de la marine Hans Wagner à la personne qui dit se nommer Hermann Notar. Le constat fait ressortir un profil de personne très intelligente en lien avec sa fonction de sous-officier. Aucune incohérence ou maladie mentale ne ressort des entretiens, et ce malgré une situation de fatigue et de stress imposée. La santé du détenu continue à se détériorer depuis sa sortie du sous-marin, sorte d'accélération du processus de vieillissement. Une série d'examens poussés ont été réalisés, prise de sang, scanner, radio. Le 9 novembre 1989, retour très réactif du centre historique et militaire de la guerre de Berlin-Ouest, Allemagne, qui a pu envoyer le dossier du dit Hermann Notar. Ressemblance troublante du nom d'emprunt de cette personne qui se dit soldat du Troisième Reich avec la photo en date de 1942 et le dossier du soldat né en 1920. Une cicatrice identique est présente sur le côté gauche du front. Les dires du dit Hermann Notar sont en parfaite corrélation avec les déclarations de la personne sortie du sous-marin inconnu. Une vidéo a été tournée et une copie va être transmise à la famille de Hermann Notar, qui serait un soldat qui aurait disparu en 1945. Corps non retrouvé après la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'après Hermann Notar, le sous-marin et tout son équipage se seraient stationnés dans la zone des Triangles des Bermudes, sur le continent sous-marin de l'Atlantide. La population de cette dernière serait peuplée d'une civilisation qui, selon ses propos, seraient les descendants de la race aryenne. Cette population et son continent de l'Atlantide est méconnu pour les raisons suivantes. Le contact de cette population avec l'oxygène extérieur qui peuple ce monde provoque la fin accélérée de cette civilisation engloutie qui vivait autrefois sur la terre ferme dans notre monde. Des adaptations génétiques ont provoqué une adaptation à l'ère sous-marine du continent de l'Atlantide. Sa composition est différente de celle que nous respirons sur la terre ferme. La population de ce continent ne serait pas soumise aux aléas du temps et du vieillissement de la même manière que la population terrestre. Elle vivrait beaucoup plus longtemps. Ces informations sont en totale corrélation avec le vieillissement prématuré de ce soldat inconnu sorti de ce vaisseau. Il serait resté plus en santé au contact de ce prétendu continent. Le sous-officier Hermann Notar déclare qu'il lui reste moins de 15 jours à vivre et il souhaite faire passer un message à sa famille. Une vidéo a été filmée et jointe à ce dossier via un CD-ROM sécurisé. Résumé de cette vidéo. Hermann Notar indique qu'il faut continuer la guerre contre l'ennemi du mal et imposer le Troisième Reich au monde entier. Le rôle du sous-marin nucléaire, qui n'existe qu'en un seul exemplaire, est de venir provoquer le chaos sur le continent américain et qu'une fois le changement d'environnement effectué, la civilisation de l'Atlantide viendra conquérir les 5 continents et imposer son diktat à la population mondiale. Le sacrifice de Hermann Notar permettra à l'Allemagne de sortir victorieuse de cette guerre qui n'est pas finie et qui perdure depuis 1939. Suite aux informations condamnables de Hermann Notar, convocation du diplomate allemand basé à Washington afin de comprendre cette situation limite ésotérique. Le 6 novembre 1989. Convocation et entretien réalisés en la présence du diplomate allemand basé à Washington en lien avec la présence de ce vaisseau fantôme datant de 1945 et sa possibilité de fonctionner au nucléaire. Dossier déclassifié des archives allemandes, plans et caractéristiques du vaisseau en date de 1944 indique bien l'existence d'un seul sous-marin fonctionnant au nucléaire dénommé UB 1945. Ce dernier serait équipé de missiles de type V2. Ce sous-marin aurait disparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale et avait été activement recherché par l'armée russe en vain. Il a été considéré comme l'arme sous-marine la plus développée de l'époque en lien avec son fonctionnement avec des moteurs nucléaires, son armement et sa furtivité. Vaisseau qui semble être en bon état de conservation extérieure, dépourvu de rouille. Objectif et mission de ce navire, la solution totale, faire capituler les États-Unis. Mission secondaire, retrouver l'origine des vestiges d'une population dite aryenne vivant sur l'Atlantide. Les dires du sous-officier allemand Hermann Notar corroborent les retours des services secrets allemands. L'Allemagne et sa diplomatie déclarent vouloir collaborer afin de supprimer cette éventuelle menace à proximité de Miami. Un escadron composé de 120 soldats d'élite de la Marine nationale va être envoyé sous 48 heures au port de Miami afin de parer une éventuelle menace d'attaque de ce sous-marin allemand. Le 8 novembre 1989, déplacement du sous-marin fantôme à 20 miles de son point de stationnement.
message radio émis demandant la capitulation des États-Unis avant 8 heures après-midi, heure locale. Message en langue allemande qui semble ressembler étrangement à la voix de l'idéologue Adolf Hitler. Ce message aurait pu être enregistré avant son décès, avant avril 1945, et diffusé seulement en cette période. 8 heures après-midi, heure locale, lancement d'un missile type V2 sur la centrale nucléaire de Turkey Point. Cible manquée de peu. Bâtiment du réacteur endommagé. Fuite nucléaire limitée. Centrale nucléaire fermée en attente de l'installation d'un coffrage de sécurité permettant de limiter les fuites radioactives sur l'un des 2 réacteurs à eau pressurisée. Service presse contacté pour délivrer une information officielle. Erreur humaine pendant les travaux lors de l'arrêt pour maintenance de la centrale. Soudure défectueuse. Retombée radioactive mesurée qui se traduit par un taux acceptable pour la population avoisinante. Informations envoyées sur tous les canaux d'information afin d'éviter des retombées complotistes en lien avec la présence du sous-marin UB-1945 dans les eaux du port de Miami. L'information doit rester secret défense. Passage au niveau 5, sensible. Le sous-marin allemand UB-1945 a bombardé la centrale nucléaire et a disparu dans les eaux. Plusieurs flottes marines militaires vont être dépêchées sur les lieux afin de tenter de trouver ce vaisseau fantôme avant son risque de disparition. Des avions de chasse ont été envoyés dans la zone avoisinante afin de détruire la cible ennemie. Bombardement de la cible via des missiles air-mer. Informations délivrées à la population via les journaux locaux et nationaux. Simulation d'exercices militaires en cours. Attention, information officielle, remontée au bloc soviétique, ce qui pourrait se symboliser par la réunification des 2 Allemagnes de l'Est et de l'Ouest, et éventuellement la fin de la guerre froide. Le 9 novembre 1989, sous-marin détruit et aucun survivant à déplorer. S'il y avait à son bord le haut commandant en chef du Troisième Reich, cela signifierait la fin de la Deuxième Guerre mondiale au 9 novembre 1989, sachant que le corps de ce premier n'avait en réalité jamais retrouvé dans un bunker à Berlin. Confère dossier numéro 3004-1945. Mort du sous-officier allemand Hermann Lothar d'un arrêt cardiaque à 9h30 matin, il a été observé par le corps médical la dégradation de son corps à une vitesse anormalement rapide. À la suite de la remontée de l'information au bloc soviétique dans la journée du 8 novembre 1989, décision de provoquer la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 à 9h30 post-méridien, sans donner les réelles raisons de cette décision d'unifier de nouveau Berlin-Est et Berlin-Ouest. Dossier secret défense classifié. Fin de confidentialité le 6 mars 2023. C'est la fin de ce récit. Vous l'aurez compris, il faut quelques connaissances historiques pour comprendre cette histoire. En attendant le prochain livre, dénommé Wiener, je vous dis à bientôt.